Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Laurent Dandrieux. Bonjour monsieur. Bonjour. Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture chez Valeurs Actuelles, l'auteur d'une dizaine de livres sur la littérature, l'histoire de l'art, le cinéma, les questions religieuses. Le voici le dernier, Le Roi et l'Arlequin, Louis XIV, Molière et le théâtre du pouvoir. Donc les relations entre ces deux hommes, et cette relation va commencer le 24 octobre 1658. Molière rencontre Louis XIV pour la première fois. Il a 36 ans. Le comédien a choisi de lui jouer Nicodème, une tragédie de Corneille. Comment va se passer cette première rencontre ? Alors c'est le grand retour de Molière à Paris. Il a passé 12 années en province, il a fait le tour des provinces pour y affiner son art et y acquérir une assez forte réputation. Et il sent que le moment est venu de rentrer à Paris et d'y établir sa carrière pour passer un peu à l'étape supérieure. Et donc il obtient ce privilège de pouvoir jouer une pièce devant le roi au Palais du Louvre, dans une salle, la salle des gardes, qui est aménagée en théâtre pour l'occasion. Et il choisit effectivement de reprendre, j'allais dire, un vieux succès de Corneille, Nicomède, qui est un choix assez habile, puisque c'est une pièce que Corneille avait écrite en résonance avec la Fronde. On sait que la Fronde, c'est le grand traumatisme qui a perturbé l'enfance de Louis XIV et contre lequel il va réagir tout au long de son règne pour réaffirmer et rétablir l'autorité royale. Et donc Molière choisit cette pièce où on entend d'ailleurs une réplique qui a dû faire tilt, je pense, dans l'esprit de Louis XIV, puisqu'à un moment on y dit « c'est un crime d'État que d'en pouvoir commettre ». Et je ne peux pas m'empêcher de penser que quelques années, quand Louis XIV décidera la chute de Fouquet, il a eu en tête cette réplique de Corneille « c'est un crime d'État que d'en pouvoir commettre ». Mais à la surprise générale, ça ne se passe pas très bien, cette première représentation. Accueil peu enthousiaste. Accueil poli, mais peu enthousiaste. Il est vrai que Molière avait choisi, conformément à la hiérarchie des genres, de jouer une tragédie plutôt qu'une comédie, mais il n'était pas forcément, lui et sa troupe, n'étaient pas forcément réputés dans ce registre. Ils étaient censés effectivement briller davantage dans le comique. Et donc, voyant que cet accueil de Louis XIV est un peu tiède, eh bien, Molière consulte brièvement sa troupe et décide de demander au roi la permission d'enchaîner avec une deuxième pièce. Et là, c'est un choix assez curieux, parce qu'il choisit une farce qui s'appelle Le Docteur amoureux, et qui d'ailleurs est plus, dit-on, un canevas comique qu'une véritable pièce écrite. D'ailleurs, Molière ne la couchera jamais par écrit, et donc cette pièce nous est désormais perdue. Donc c'est une assez grosse farce, dirons-nous. Mais Louis XIV rit à s'en tenir les côtés, dit un témoin. Du coup, évidemment, toute la cour suit le roi dans son enthousiasme. Et là, pour le coup, c'est un vrai succès qui va permettre à Molière de commencer cette carrière parisienne sous les meilleurs auspices, puisqu'il va obtenir l'agrément du roi pour devenir la troupe de Monsieur, c'est-à-dire la troupe du frère du roi, et pour obtenir une salle à Paris, à proximité immédiate du Louvre. Le théâtre du Petit Bourbon. Alors vous l'avez dit, Laurent Dandrieux, avant d'arriver à Paris, proprement dit, Molière passe 12 années à sillonner la France pour y faire ses premières armes de comédien. Dans quelles conditions se déroulent ces premières années ? Est-ce qu'il est en roulotte, dans des conditions épouvantables, ou est-il bien traité ? Alors d'abord, il faut dire que Molière a fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que normalement, à cette époque, les comédiens commençaient par la province avant de revenir à Paris. Lui, il a essayé de débuter sa carrière à Paris. C'est à Paris qu'il a fondé l'Illustre Théâtre, et ça a été un flop. Il a été 2 fois en prison pour dette, tellement ça marchait pas. Et donc, il a dû finalement se faire comme tout le monde et aller passer de longues années en province. On a cette idée effectivement d'une troupe itinérante, un peu marchant sur les routes, boueuse, précédée par une carriole où on aurait entassé à la hâte tous les décors, parce que c'est ce qu'on voit notamment
dans le film d'Ariane Mnouchkine consacré à Molière, c'est aussi l'image que en donnent les écrits qui ont pu être faits sur le théâtre à l'époque, que ce soit le roman comique de Scarron ou plus tard le Capitaine Fracasse de Gautier. En réalité, la troupe de Molière a toujours été protégée par des princes. C'était la troupe officielle du duc d'Épernon et ensuite du prince de Conti. Et donc c'est une troupe qui vivait sur un pied relativement luxueux et qui voyageait en fiacre, et pendant qu'une compagnie spécialisée transportait ses décors par ailleurs. Donc c'était une vie assez confortable qui était effectivement non pas consacrée à jouer, à dresser hâtivement des tréteaux dans les villages de campagne pour jouer devant les paysans, mais plutôt effectivement pour jouer devant les seigneurs et les cours provinciales. Alors, Molière, vous l'expliquez bien, est resté longtemps prisonnier de l'idée selon laquelle c'est la tragédie qui est le seul genre noble. Comment saute-t-il le pas pour arriver à la comédie? Alors, effectivement, il a toujours essayé de briller dans ce registre comme comédien et comme metteur en scène, je dirais, même si lui, en tant qu'auteur, il s'est plutôt adonné très rapidement à la comédie. Il a fait un essai de tragicomédie, mais qui n'a pas fonctionné. Il a vite abandonné cette piste-là. Mais effectivement, il semble qu'à l'époque, pour être pris au sérieux comme troupe de théâtre, eh bien, il fallait aussi faire dans la tragédie, malgré le fait que les contemporains ne se déclaraient pas très convaincus par le talent de Molière et de sa troupe, sans qu'on sache si simplement le talent de Molière était effectivement très inférieur à son talent comique, ce qui est probable. Mais il y a aussi probablement le fait que Molière était en réaction contre le style de jeu très 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 déclamatoire de l'époque et essayait d'aller vers un jeu qui, pour l'époque, paraissait plus naturel. Et, semble-t-il, ça a été mal accepté. Mais il est évident que tous les contemporains le disent, en tant qu'acteur en tout cas, et évidemment aussi en tant qu'auteur, le véritable génie de Molière est un génie comique. Il avait notamment une expressivité du visage et du corps qui était sans pareil. Si on peut trouver un équivalent moderne, ce serait quelque chose comme Louis de Funès, mais probablement encore très très au-dessus. Alors, la première année de Molière à Paris n'est pas franchement un succès. Le triomphe arrive avec Les Précieuses Ridicules, c'est en 1659. Pourquoi vous dites que cette pièce dit tout de Molière? C'est assez étonnant ces débuts parisiens, parce qu'on pourrait imaginer que pour s'installer sur la scène parisienne et par rapport aux troupes concurrentes déjà bien établies, il serait arrivé avec une pièce toute nouvelle qu'il aurait écrite pour l'occasion. En réalité, il va mettre un certain temps à écrire Les Précieuses Ridicules, et il va débuter avec effectivement des farces dans le genre de celles qu'il jouait en province. Et Les Précieuses Ridicules, vraiment, c'est un tournant, parce qu'il s'éloigne de ce modèle de la farce un peu grossière et qui repose essentiellement sur du comique de situation, pour aller vers un comique qui sera celui qui le fera passer à la postérité, qui est un comique de critique et de satire sociale. C'est-à-dire qu'il se moque dans cette pièce, dans cette première tentative, d'un certain nombre de travers de l'époque, d'un certain snobisme, d'une certaine préciosité, donc. Et ce qui est très frappant dès ce coup d'essai, qui était un véritable coup de maître, c'est que c'est une satire qui porte effectivement sur des travers très daté, c'est-à-dire que la préciosité, c'est quelque chose qui est très lié à l'époque de Molière, qui n'existe plus sous cette forme aujourd'hui, mais en même temps, en critiquant cela et en critiquant cette forme particulière de snobisme, eh bien, il réussit à donner à cette satire une dimension universelle qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, vous écrivez aussi que Molière était bien l'homme qui faisait le plus rire le roi. Est-ce qu'on a aujourd'hui des écrits qui décrivent la qualité de leur relation à ces deux hommes? On a assez peu de choses, bizarrement, sur Molière, assez peu de témoignages. On a des bribes, des témoignages épars. On a notamment ce témoignage d'un proche de la cour qui rapporte que Louis XIV a dit un jour que Molière était un homme qui ferait rire les pierres. Alors qu'on disait, c'est écrit dans votre ouvrage, que dans ces divertissements,
divertissement, Louis XIV ne riait pas, voire peu, voire pas. Alors, il était très sérieux dans tout ce qu'il faisait, y compris lorsqu'il jouait, quand il était enfant, disait-on, et notamment plus tard quand il dansera ou quand il jouera de la musique. Mais ce qui était très étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui était très soucieux d'avoir un maintien toujours très, très majestueux et d'en imposer par son maintien. Donc, il contrôlait soigneusement ses attitudes et ses expressions. En revanche, quand il allait voir une pièce de Molière, pour le coup, là, il n'avait aucun complexe à rire jusqu'à s'en tenir les côtés, comme disaient les témoins. Donc, il y a un véritable engouement de Louis XIV pour le théâtre de Molière. Il voit ses pièces jusqu'à 5 ou 6 fois d'affilée. Il va les voir et les revoir. Il fait évidemment venir Molière de très nombreuses reprises à la cour, mais il se déplace aussi lui-même pour aller voir les pièces de Molière dans son théâtre parisien. Et il y a vraiment le sentiment que finalement Louis XIV ne peut plus très rapidement se passer de Molière, au point, j'ai écrit que effectivement Molière était devenu comme un informel surintendant des plaisirs du roi, parce que c'est autour de lui que tournaient tous les divertissements de la cour. En effet, Louis XVI n'hésitait pas à se déplacer lui-même dans les... Oui, excusez-moi, Louis XIV, aller dans les théâtres parisiens, et à l'inverse, c'est quand même plutôt Molière qui le rejoignait. Vous expliquez, vous comptez 333 jours à la cour passés et 159 représentations dans le cadre de la cour. Voilà, et effectivement, ça ne compte pas les fois nombreuses où Louis XIV est venu voir Molière dans son théâtre, ou non plus ce qu'on appelait les visites, c'est-à-dire les représentations privées qui étaient données notamment chez un grand seigneur qui convoquait Molière et sa troupe pour en régaler ses amis. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette communauté de goût entre les deux hommes malgré leur différence de rang ? Oui, alors il y a plusieurs explications. La première, la plus évidente, c'est qu'effectivement Molière faisait rire Louis XIV à s'en tenir les côtes. Donc ça, c'est déjà la première explication, c'est que il appréciait son théâtre au-delà de toute expression. La deuxième explication, c'est qu'il y a effectivement une intimité personnelle entre les deux, liée au fait que Molière n'est pas seulement comédien, mais il est aussi valet tapissier du roi, et que donc par trimestre, un trimestre qu'il avait reçu de son père, voilà, qu'il avait hérité de son père, et donc son père qui était tapissier, et donc un trimestre par an, Molière est tenu quasiment tous les jours d'assister au lever du roi et aussi de l'assister dans ses déplacements, puisque les déplacements du roi supposent aussi un déplacement du mobilier du roi, mais que c'est le valet tapissier qui est chargé d'assurer ce déplacement. Donc Molière, étant valet du roi, fait partie du très petit nombre de gens qui sont admis quotidiennement à partager l'intimité du roi. Et on sait par des témoignages que Louis XIV, dans ce cadre très particulier, lui qui était toujours effectivement un peu sur le qui-vive on peut dire un peu enfermé dans son rôle de roi, qu'il concevait comme quelque chose de très théâtral, et bien dans ce cadre du petit lever où il était avec ses valets, il se laissait aller à beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de naturel, et il aimait beaucoup discuter avec ses valets pour, je dirais, un peu prendre la température du royaume et pour avoir des échanges un peu plus francs et un peu plus sincères sur ce qu'il se passait dans son royaume. Donc on imagine qu'il parlait beaucoup avec Molière pour justement se tenir au courant de la vie artistique parisienne. Parce que, il n'hésitait d'ailleurs pas à se moquer des courtisans avec ses valets, Louis XIV. Oui, tout à fait. D'abord, ce qui est très frappant, c'est qu'il détestait la flatterie, et donc il ne perdait pas une occasion effectivement de moquer la courtisanerie de son entourage. Et puis il avait effectivement c'était quelqu'un qui était réputé pour une grande courtoisie, et donc il était très attentif aux personnes et très aimable avec tout le monde, y compris les gens qui le servaient. Et on dit qu'il ne pouvait pas, dans les jardins de Versailles, croiser une femme de chambre qu'il reconnaissait comme étant une femme de chambre sans soulever galamment son chapeau à son passage. Et Molière, d'ailleurs, vous l'indiquez, adressait des petits mots à Louis XIV pour
lui indiquer son affection, mais il le faisait toujours d'une manière très adroite, sans appuyer le trait, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait il y avait un genre d'écrit à cette époque qui était des adresses au roi pour le remercier de telle ou telle faveur ou pour faire sa cour. Le ton de ceux de Molière se frappe par justement beaucoup d'humour et beaucoup de distance et cette incapacité qu'il avait à basculer dans la flatterie. Alors vous parlez d'une grande fête que Louis XIV a donnée avec plus de 600 invités à Versailles. C'était du 7 au 13 mai 1664. Est-ce que, à ce moment-là, Molière est au sommet de sa gloire? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur ce qui s'est passé à cette période-là? Alors, cette grande fête, c'est la première des grandes fêtes de Versailles. Les plaisirs de l'île enchantée, c'est une semaine absolument incroyable qui tourne autour d'un thème qui est donné par ce roman de l'Arioste qui s'appelle Roland Furieux. Et donc, il y a une suite de spectacles, ballets, pièces, feux d'artifice, banquets, bals, qui sont censés être autant de sortilèges inventés par la sorcière, qui est l'un des personnages de ce roman, pour retenir en captivité des chevaliers et les empêcher d'avoir envie de partir ailleurs. Et donc, parmi ces divertissements, évidemment, il y a Molière et sa troupe qui jouent plusieurs pièces. Ça se passe dans les jardins? Ça se passe dans les jardins de Versailles, effectivement, avec des décors de Vigarani, de la musique de Lully, des feux d'artifice absolument somptueux. Et puis Molière, il joue différentes pièces, dont d'ailleurs la première version de Tartuffe. C'est la première fois que Tartuffe sera représenté avant de susciter le scandale que l'on sait. Oui, le Tartuffe qui va donner une réputation d'homme antichrétien à Molière. Est-ce que c'était juste ou est-ce que ça lui est tombé dessus? D'ailleurs, c'est antérieur un peu au Tartuffe parce que dès l'école des femmes, par exemple, il y a dans l'école des femmes une scène où le vieux Barbon qui veut épouser la jeune Agnès caricature le discours de l'Église pour la menacer des feux de l'enfer si jamais elle lui était infidèle. Et les adversaires de Molière ont utilisé cette scène pour dire que c'était une sorte de manifeste d'impiété et d'athéisme. C'est assez curieux, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, c'est que Molière, que tous les témoins de l'époque décrivent comme un homme aimable, affable, bienveillant, a suscité de son vivant des hostilités, des inimitiés, des haines absolument implacables. C'est son succès, quoi. D'une violence. Ouais. Oui, mais c'est très bizarre parce qu'il était effectivement... comme beaucoup de comédiens, il menait une vie qui n'était pas forcément tout à fait exemplaire du point de vue comme celle de Louis XIV d'ailleurs. Mais c'était le roi très chrétien quand même. Il n'a jamais fait profession d'athéisme, il n'a jamais manqué aux obligations de l'Église. Et par exemple, Lully, qui était lui un débauché notoire, qui vraiment avait une vie qui était provocante de débauche, n'a jamais rencontré les accusations qui ont frappé Molière. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais effectivement, ce qu'on a appelé le parti dévot, c'est-à-dire un parti un peu informel de gens qui se souciaient peut-être un peu plus de surveiller la morale des autres que de pratiquer la charité chrétienne, ont voulu en faire un impie, un athée et un adversaire de l'Église, et évidemment ont trouvé dans le Tartuffe, qui est une pièce contre l'hypocrisie religieuse, un prétexte pour accuser Molière d'impiété. Mais c'est une accusation qui est totalement infondée parce que, enfin, aujourd'hui, il suffit de lire la pièce pour comprendre à quel point, effectivement, c'est l'hypocrisie qui est attaquée et non pas la véritable dévotion, et qui est attaquée en des termes qui, par ailleurs, à l'époque, étaient ceux-là même selon lesquels Bossuet, par exemple, ou Saint François de Sales dénonçaient eux aussi l'hypocrisie religieuse et les faux dévots.
Et Louis XIV, d'ailleurs, aurait refusé d'avoir un anti-chrétien dans son entourage proche. Oui, mais ce qui est très frappant, c'est que Molière a présenté ce Tartuffe donc, au cours de cette fameuse semaine des plaisirs de l'île enchantée, alors qu'il savait même que déjà ses adversaires, sans connaître la pièce, voulaient en faire un objet d'attaque contre lui. Donc s'il l'a joué à Versailles, c'est évidemment parce que Louis XIV l'avait autorisé à le faire et était au courant de la teneur de la pièce. Alors, vous parliez de Lully, le surintendant de la musique royale. Est-ce qu'on sait comment Molière et Lully ont collaboré? Alors, ils ont collaboré sur les instances expresses de Louis XIV, qui était très soucieux de faire évoluer le théâtre vers un spectacle total, c'est-à-dire de le mêler le plus possible qu'il soit, notamment de musique et de danse. Et c'est pour ça qu'il va beaucoup pousser Molière à écrire des comédies-ballets, donc qui seront faites avec la collaboration de Lully, qui se chargera de la partie musicale. Et donc les deux hommes vont collaborer, les deux Baptistes, comme on les appelait, donc Jean-Baptiste Lully et Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Ils vont collaborer très étroitement avant de se brouiller parce que Lully a voulu obtenir du roi une sorte de privilège musical absolument exorbitant où en gros il était le seul à avoir en France le droit de faire intervenir sur scène un nombre conséquent de musiciens. Et évidemment c'était catastrophique pour Molière qui ne pouvait plus jouer dans son théâtre ses comédies-ballets. Et donc Molière va protester auprès de Louis XIV et obtenir une exception pour son théâtre, mais ça va susciter une brouille définitive entre Molière et Lully. Alors, on a entendu à plusieurs reprises dans les médias, dans divers magazines, cette rumeur selon laquelle c'est Corneille qui aurait été le vrai auteur des pièces de Molière. D'où ça vient? Alors c'est une rumeur qui est complètement moderne, qui date d'il y a un siècle, qui a été inventée par un romancier qui s'appelle Pierre Louis, et qui est une rumeur totalement absurde, qui n'a aucune espèce de fondement, c'est-à-dire que jamais Pierre-Louis n'a avancé le moindre commencement de début de preuve de cette affirmation, et qui est en plus absurde parce qu'on ne voit absolument pas pourquoi Corneille aurait écrit des pièces qui sont objectivement des chefs-d'œuvre et sans vouloir les signer. On ne voit pas non plus pourquoi Molière aurait accepté de jouer ce rôle de prête-nom, d'homme de paille. Ça n'a absolument aucun sens et c'est évidemment absolument totalement faux. Comment se termine la relation d'amitié, cette relation artistique entre Louis XIV et Molière? Alors elle se termine un peu tièdement, je dirais, parce qu'elle se ressent justement de cette brouille entre Molière et Lully et du fait que Louis XIV ait accédé dans un premier temps aux exigences de Lully au détriment de Molière. Et de fait, si Louis XIV a donné ses privilèges à Lully, c'est pour créer ce qu'il souhaitait voir advenir depuis longtemps, c'est-à-dire l'opéra à la française, dont Lully va lui livrer tous les ans un exemplaire pour le plus grand bonheur de Louis XIV. Et de fait, ça va amener Lully à devenir un peu le pivot des fêtes royales et des divertissements royaux que Molière était avant lui. Et de fait, la dernière pièce de Molière, Le Malade imaginaire, eh bien, ne sera pas présentée à la cour, mais sera créée par Molière dans son théâtre. Probablement, le roi serait venu la voir dans son théâtre, mais on sait que Molière est mort peu après la 4e représentation, avant que Louis XIV ait eu le temps de faire le déplacement. Donc c'est une fin un peu en demi-teinte, mais qui n'est pas une véritable brouille. Je crois que il y aurait, si Molière avait eu la chance de vivre plus longtemps, les deux hommes se seraient retrouvés, de toute évidence, auraient retrouvé leur ancienne complicité.
Le roi et l'Arlequin, Louis XIV, Molière et le théâtre du pouvoir. Excellent ouvrage qui se lit vraiment comme un roman. Merci à vous, Laurent Dandrieux. Merci de votre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis.